Ma mère a couché avec mon fiancé la veille de mon mariage puis j'ai tranquillement remonté l'allée, mais quand le pasteur m'a demandé si je le prenais, pour le meilleur et pour le pire, j'ai pris le micro et je me suis tourné vers l'assemblée. Ce que j'ai dit ensuite a fait taire toute l'église. Les notes graves de l'orgue résonnaient dans la cathédrale Saint-Michel alors que je me tenais devant l'autel, mes mains tremblant contre la soie ivoire de ma robe de mariée. 200 visages me fixaient, amis, famille, collègues, tous attendant le moment où je deviendrais Madame Nathaniel Reed. Le soleil de fin de matinée filtrait à travers les vitraux, projetant des ombres arc-en-ciel sur le sol en marbre. Mais mon cœur ne battait pas la chamade de joie. Il martelait avec une terrible connaissance écrasante qui menaçait de me fendre en deux. Depuis combien de temps me mentait-il? Derrière la mer de visages impatients, je pouvais voir ma mère au premier banc, sa robe émeraude parfaitement assortie, son sourire radieux. Elle était l'image même de la fierté maternelle. 24 heures plus tôt, j'aurais cru à ce sourire. 24 heures plus tôt, je vivais encore dans un monde où les mères protégeaient leurs filles et où l'amour signifiait quelque chose de sacré. Nathaniel a serré ma main, ses yeux bleus chauds de ce que j'avais autrefois cru être de la dévotion. « Tu es prête pour ça, Céleste ?» a-t-il murmuré, sa voix portant cette confiance familière qui m'avait attiré vers lui il y a 3 ans. J'ai regardé son visage, la mâchoire nette que j'avais tracée de mes doigts, la bouche qui m'avait promis l'éternité, et j'ai senti mon monde se cristalliser en une clarté parfaite et terrible. « Oh, je suis prête !» ai-je chuchoté en retour, ma voix ferme malgré le tremblement de terre qui se produisait dans ma poitrine. Plus prête que tu ne l'imagines. 3 mois plus tôt, j'avais été follement, stupidement heureuse. Je m'appelle Céleste Darren, et à 28 ans, je croyais avoir tout compris. J'étais la fille dont mes parents avaient toujours rêvé, diplômée summa cum laude de Georgetown avec un diplôme en littérature, je travaillais comme éditrice principale chez Meridian Publishing et je venais de me fiancer à Nathaniel Reed, le golden boy de notre communauté. Nos fiançailles avaient été un conte de fées. Nathaniel, 31 ans et d'une beauté ravageuse, était le fils du juge Harrison Reed et de la philanthrope Victoria Reed. Il travaillait comme avocat d'affaires dans l'un des cabinets les plus prestigieux de Washington, conduisait une BMW et m'avait demandé en mariage au Kennedy Center pendant l'entracte du Lac des Cygnes, mon ballet préféré. « Vous allez avoir une si belle vie ensemble », s'était exclamée ma mère, Diana, ce soir-là, en admirant la bague en diamant de 2 carats qui captait la lumière comme un éclat d'étoile capturée. Les Reed sont une famille si importante. Tu as bien réussi, ma chérie. J'aurais dû remarquer la façon dont elle l'avait dit. Pas, vous serez heureux, ou, il est parfait pour toi, mais, tu as bien réussi. Comme si j'avais conclu une sorte de transaction plutôt que de trouver mon âme sœur. Mon père, le pasteur William Darren, avait été plus réservé, mais tout aussi heureux. Il avait bâti sa réputation sur les valeurs familiales et la morale traditionnelle. Et voir sa fille unique se marier dans une famille aussi respectée était comme une bénédiction sur tout ce qu'il avait prêché pendant 30 ans. Nathaniel est un homme bien, avait dit papa en me serrant dans l'un de ses câlins chaleureux et enveloppants après le dîner ce soir-là. Je vois à quel point il t'aime, Céleste. Et plus important encore, je vois à quel point tu l'aimes. Un amour qui aurait plus tard un goût de poison sur ma langue. L'organisation du mariage avait occupé les 2 mois suivants. Ma mère s'est jetée dans les préparatifs avec une intensité qui m'a à la fois touché et épuisé. Elle insistait pour s'occuper de chaque détail, les fleurs, le traiteur, la musique, même mes rendez-vous d'essayage de robes. C'est le rêve de toute mère, disait-elle en feuilletant des magazines et en passant des appels interminables, d'organiser le mariage parfait de sa fille. J'étais reconnaissante de son implication, même lorsqu'elle passait outre mes préférences. Quand j'ai suggéré des fleurs sauvages pour le bouquet, elle a insisté pour des roses blanches et des pivoines. Quand je voulais un simple quatuor à cordes, elle a réservé un orchestre complet. Quand j'ai mentionné vouloir écrire mes propres vœux, elle m'a convaincu que les vœux traditionnels étaient plus élégants. « Fais-moi confiance, ma chérie », disait-elle avec ce sourire dont j'avais hérité. « Maman sait ce qui est bon. » Nathaniel semblait amusé par notre dynamique familiale. Il passait souvent à l'improviste, charmant mes parents avec des histoires de son cabinet d'avocat et des compliments sur la cuisine de ma mère. Diana et lui passaient de longues minutes ensemble dans la cuisine pendant que je terminais des appels professionnels ou que je corrigeais des manuscrits. Leur rire flottait dans notre maison de style colonial comme une musique. « Ta mère est remarquable », m'a-t-il dit un soir alors que nous nous promenions dans Meridian Park, le même chemin où il m'avait demandé pour la première fois d'être sa petite amie. Elle est si dévouée à s'assurer que tout soit parfait pour nous. Elle a toujours été comme ça, ai-je répondu en serrant sa main.
Quand j'étais petite, elle passait des semaines à préparer mes fêtes d'anniversaire. Chaque détail devait être impeccable. Et il l'était toujours, j'en suis sûr. Il s'est arrêté de marcher et s'est tourné vers moi, ses mains encadrant mon visage. Tout comme toi, tu es parfaite. J'aurais dû me demander pourquoi il passait tant de temps à parler de ma mère. J'aurais dû remettre en question la façon dont ses yeux s'attardaient sur elle quand elle riait, ou comment il semblait toujours savoir exactement quel vin apporter pour la faire s'illuminer de plaisir. J'étais si amoureuse, et l'amour, je commençais à l'apprendre, nous rend spectaculairement aveugles. La première fissure est apparue 3 semaines avant le mariage. J'étais passé chez mes parents après le travail pour finaliser le plan de table. J'avais les bras chargés de cartons de réponse et mon sac d'ordinateur était lourd de manuscrits. La maison était inhabituellement calme quand je suis entré par la porte d'entrée. « Maman ? Papa » ai-je appelé, posant mes sacs dans le hall. Dans la cuisine, ma chérie, est venue la voix de ma mère. Mais il y avait quelque chose de différent. Essoufflé, presque agité. Je l'ai trouvée debout devant l'évier, le dos tourné, en train de laver une vaisselle qui semblait étrangement propre. Ses cheveux sombres, habituellement parfaitement coiffés, étaient en désordre. Et quand elle s'est retournée, ses joues étaient roses. « Oh, Céleste, ma chérie, je ne t'attendais pas si tôt. » « Il est 18h30, dis-je en regardant ma montre. La même heure que d'habitude le mercredi. »« Bien sûr, bien sûr. » Elle s'est séché les mains sur un torchon, évitant mon regard. « Ton père est à la réunion du conseil de l'église. » Quelque chose n'allait pas, mais je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. La cuisine sentait différemment. Pas les bougies à la vanille habituelles de ma mère, mais autre chose. Quelque chose de masculin et de chair. Quelqu'un est passé, ai-je demandé en m'installant à l'îlot de cuisine avec les cartons de réponse. Quoi ? Oh, non. Juste moi. Elle s'est retournée vers l'évier. Comment s'est passée ta journée, ma chérie ? J'ai failli laisser tomber. Presque. Mais j'ai alors remarqué quelque chose sur le comptoir. Une tasse à café de notre service en porcelaine. Celui que nous n'utilisions que pour les invités de marque. Elle était encore chaude. Maman, à qui est cette tasse ? Ses épaules se sont tendues. À moi, bien sûr. Tu ne bois que du thé le soir. J'étais fatigué, j'avais besoin de caféine. Le mensonge flottait entre nous comme un fil électrique dénudé. Ma mère n'avait jamais été une bonne menteuse. Ses tics m'étaient aussi familiers que les battements de mon propre cœur. La façon dont elle évitait le contact visuel, le léger tremblement dans sa voix, le lavage compulsif de la vaisselle. Mais je l'aimais et je lui faisais confiance, alors j'ai choisi de la croire. D'accord, dis-je simplement en ouvrant le premier carton. Occupions-nous de ce plan de table. La soirée s'est déroulée normalement, mais quelque chose avait changé. J'ai surpris ma mère en train de regarder constamment son téléphone, ses doigts tapotant nerveusement le comptoir. Quand Nathaniel m'a envoyé un texto vers 20h pour dire qu'il travaillait tard et qu'il me verrait demain, j'ai remarqué la façon dont tout son corps a semblé se détendre. La deuxième fissure est venue une semaine plus tard. Nathaniel avait été distant, prétextant que le travail le submergeait. Nos dîners habituels du jeudi soir avaient été annulés 2 fois et il avait manqué notre rendez-vous de dégustation de gâteaux à la pâtisserie. Quand j'ai appelé son bureau, sa secrétaire a dit qu'il était parti plus tôt. J'ai conduit jusqu'à son appartement à Georgetown, un immeuble moderne et élégant avec un portier qui me connaissait par mon nom. Le trajet en ascenseur jusqu'au 15e étage m'a semblé une éternité. J'ai frappé à sa porte, puis j'ai utilisé ma clé quand personne n'a répondu. « Nathaniel ? Tu vas bien ?» L'appartement était sombre, mais sa voiture était dans le garage. J'ai de nouveau appelé son nom, traversant l'espace que nous avions déjà commencé à prévoir de redécorer après notre lune de miel. Le salon était vide, mais il y avait un verre de vin sur la table basse. Un seul, mais il y avait du rouge à lèvres sur le bord. Une teinte que je ne reconnaissais pas. Nathaniel. J'ai essayé la porte de sa chambre, mais elle était verrouillée. C'était étrange. Il ne fermait jamais sa chambre à clé. Je suis là, sa voix est venue à travers le bois, étouffée et bizarre. Je ne me sens pas bien, Céleste. Une intoxication alimentaire, je crois. Laisse-moi m'occuper de toi. Non, non. Je ne veux pas que tu attrapes quelque chose. Je t'appellerai demain.
d'accord? Je suis resté là un long moment, fixant cette porte verrouillée. En 3 ans de vie commune, Nathaniel n'avait jamais refusé que je l'aide quand il était malade. C'était le genre d'homme qui voulait être chouchouté dès qu'il avait le moindre mal de tête. Mais encore une fois, j'ai choisi la confiance plutôt que la suspicion. Remets-toi vite, ai-je dit à la porte. Je t'aime. Je t'aime aussi. Les mots sont venus avec un temps de retard. La vérité a une façon de se révéler, comme l'eau qui trouve les fissures dans une fondation. 2 jours avant mon mariage, elle a déferlé. J'étais au bureau, essayant de me concentrer sur un manuscrit de poésie médiévale quand mon téléphone a sonné. L'identifiant de l'appelant affichait le numéro de ma mère. Céleste, ma chérie, j'ai besoin d'un service. Bien sûr. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai laissé des programmes de mariage dans ma voiture et je déjeune avec Madame Chen du comité des fleurs. Pourrais-tu passer à la maison les prendre? Ils sont dans ma Mercedes, dans une enveloppe craft sur le siège passager. Bien sûr, pas de problème. Le trajet jusqu'à la maison de mes parents a duré 20 minutes dans le trafic de Washington. J'ai utilisé ma clé pour passer le portail d'entrée et je me suis garé derrière la voiture de ma mère. La Mercedes n'était pas verrouillée, ce qui était typique de notre quartier sûr. J'ai ouvert la portière passager et j'ai immédiatement vu l'enveloppe, mais alors que je tendais la main pour la prendre, autre chose a attiré mon attention. Un petit carnet en cuir noir avait glissé entre les sièges. Je n'y aurais prêté aucune attention, sauf que mon nom était écrit sur la couverture de l'écriture de ma mère. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. La première page était datée d'il y a 3 mois, juste après l'annonce de mes fiançailles. Nathaniel Reed est tout ce que j'aurais dû épouser. Beau, réussi, de la bonne famille. Au lieu de cela, je me suis contenté de William et de son ministère de classe moyenne. Mais peut-être n'est-il pas trop tard. Peut-être que je mérite quelque chose de beau pour une fois. Le carnet m'a glissé des doigts. J'étais assise sur le siège conducteur de la voiture de ma mère, fixant son écriture tandis que le monde basculait. Avec des mains tremblantes, j'ai ramassé le carnet et j'ai continué à lire. Il me regarde comme William le faisait avant que les années et la routine ne l'usent. Quand Nathaniel complimente ma robe ou ma cuisine, je me souviens de ce que c'était que d'être désiré. Aujourd'hui, il est resté après que Céleste soit partie au travail. Nous avons parlé pendant des heures de littérature et de voyage. Il a dit que j'étais gâché dans cette vie de petite ville. Il a raison. Je sais que c'est mal. Je sais ce que ça ferait à Céleste si elle le découvrait. Mais à quand remonte la dernière fois que quelqu'un m'a choisi? Vraiment choisi, non par devoir ou par convention, mais par désir? Page après page, entrée après entrée. L'écriture soignée de ma mère documentant la séduction lente et délibérée de mon fiancé. Il m'a embrassé aujourd'hui. Que Dieu me vienne en aide, je l'ai embrassé en retour. Nous avons fait l'amour dans son appartement pendant que Céleste était à son club de lecture. Il a dit que j'étais plus passionné que n'importe quelle femme qu'il ait jamais connue. Je me suis senti revivre. Nathaniel dit qu'après le mariage, nous trouverons un moyen d'être ensemble. Il dit qu'épouser Céleste est juste ce qu'on attend de lui, mais que son cœur m'appartient désormais. La dernière entrée était datée de la veille. Demain soir, la veille du mariage, il vient pendant que William est à sa réunion de planification d'enterrement de vie de garçon. Notre dernier moment ensemble avant que Céleste ne devienne sa femme. Après cela, nous devrons être plus prudents. Mais nous sommes allés trop loin pour nous arrêter maintenant. J'ai fermé le carnet et je suis resté dans un silence parfait. Autour de moi, l'après-midi de banlieue continuait. Des arroseurs automatiques arrosant des pelouses manucurées, des enfants faisant du vélo, des chiens aboyant après les facteurs. La vie normale se déroulait pendant que mon monde entier s'effondrait. Depuis combien de temps? La question résonnait dans ma tête. Depuis combien de temps se moquait-il de moi dans mon dos? J'ai pensé à chaque dîner où ils s'étaient assis l'un en face de l'autre, à chaque réunion de famille où ils avaient échangé des regards que j'avais été trop confiante pour interpréter correctement. J'ai pensé à mon père qui prévoyait de me conduire à l'hôtel le lendemain, ignorant béatement que sa femme couchait avec le marié. J'ai pensé à toutes les façons dont j'avais été dupé, manipulé et trahi par les 2 personnes qui étaient censées m'aimer le plus au monde. C'est alors que les larmes sont enfin venues. Des larmes chaudes et rageuses qui avaient un goût de sel et de trahison. J'ai pleuré jusqu'à ce que ma poitrine me fasse mal, jusqu'à ce que mon mascara coule en traînées sombres sur mes joues, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien en moi qu'une clarté froide et cristalline.
Ils s'étaient choisis l'un l'autre au lieu de moi. Maintenant, j'allais me choisir moi-même au lieu d'eux. Je ne suis pas rentré chez moi ce soir-là. Au lieu de cela, je me suis enregistré au Willard Intercontinental sous un faux nom, payant en espèces et disant à la réceptionniste que je faisais une surprise à mon mari pour notre anniversaire. Le mensonge est venu facilement. Apparemment, j'apprenais à être aussi doué pour la tromperie que ma mère et mon fiancé. Dans ma chambre d'hôtel, j'ai tout étalé sur le lit king size comme un détective organisant des preuves. Le journal de ma mère, des captures d'écran des récents relevés de cartes de crédit de Nathaniel, nous avions combiné nos comptes pour les dépenses du mariage et une liste grandissante de tous les signes que j'avais manqués. L'odeur de parfum cher et masculin dans la cuisine de mes parents. Le rouge à lèvres sur le verre de vin dans l'appartement de Nathaniel. Son expertise soudaine dans le vin préféré de ma mère. La façon dont ils avaient tous les deux tant insisté sur les vœux de mariage traditionnels, probablement parce qu'ils savaient que je pourrais dire quelque chose dans des vœux personnels qui exposeraient leur culpabilité. J'ai commandé le service en chambre et je me suis assise en tailleur sur le lit, mangeant des pâtes hors de prix tout en planifiant leur destruction. L'ancienne Céleste les aurait confrontés en privé. Elle aurait pleuré, exigé des explications et aurait probablement fini par être manipulée pour pardonner. L'ancienne Céleste croyait aux secondes chances et au pouvoir de l'amour pour tout surmonter. Mais l'ancienne Céleste était morte. Elle était morte en lisant le journal de sa mère dans une Mercedes-Benz pendant que son monde s'effondrait autour d'elle. La nouvelle Céleste comprenait que certaines trahisons étaient trop profondes pour une résolution privée. Il ne s'agissait pas seulement d'un fiancé infidèle ou d'une mère adultère. Il s'agissait de deux personnes qui avaient conspiré pour me rendre complice de ma propre humiliation, qui avaient prévu de continuer leur liaison après mon mariage, qui avaient volé non seulement mon bonheur, mais aussi ma dignité. Ils voulaient jouer à des jeux. Très bien. J'avais appris des meilleurs. J'ai appelé mon assistante chez Meridian Publishing. Jenna, j'ai besoin que tu me rendes un service. Peux-tu compiler une liste d'invités pour tous ceux qui viennent à mon mariage demain? Adresse email, numéro de téléphone, compte de réseaux sociaux, tout. Bien sûr. Tout va bien? Tu as l'air. Tout est parfait, ai-je dit. Et pour la première fois depuis des jours, je le pensais. Je veux juste m'assurer que tout le monde a toutes les informations nécessaires pour demain. Ensuite, j'ai appelé ma colocataire d'université, Priya, qui travaillait comme journaliste indépendante à New York. Céleste. Oh mon Dieu, ton mariage est demain. Tu es surexcité? Je suis si excité. Priya, j'ai besoin d'un service et j'ai besoin que tu ne poses pas de questions. D'accord? Sa voix est devenue prudente. Quel genre de service? J'ai besoin que tu sois à la cathédrale Saint-Michel demain avec ton appareil photo et tes accréditations de presse. Quelque chose de digne d'intérêt va se produire, et je veux que ce soit documenté. Céleste, tu me fais peur. Ce n'est pas moi qui devrais avoir peur. L'appel final a été le plus difficile. J'ai composé le numéro de mon père, sachant qu'il serait rentré de sa réunion de planification d'enterrement de vie de garçon. Céleste, ma chérie. Tu ne devrais pas m'appeler. Ça ne porte pas malheur que le père de la mariée parle à sa fille la veille du mariage? Papa, dis-je, et ma voix s'est légèrement brisée. Je t'aime. Quoi qu'il arrive demain, j'ai besoin que tu te souviennes que je t'aime et que rien de tout cela n'est de ta faute. Ma chérie, tu m'inquiètes. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien ne va, papa. Tout va enfin rentrer dans l'ordre. Après avoir raccroché, je suis restée assise dans le silence de la chambre d'hôtel pendant un long moment, pensant à la justice, à la vengeance, et à la différence entre les deux. La vengeance consistait à causer de la douleur. La justice consistait à révéler la vérité. Demain, je servirai la justice avec le sourire. Avant de continuer, veuillez écrire en commentaire de quel pays vous regardez cette vidéo. Nous aimons savoir d'où vient notre famille mondiale. Et si c'est la première fois que vous êtes sur cette chaîne, veuillez vous abonner. Votre soutien nous aide à vous proposer encore plus d'histoires épiques de vengeance. Bonne écoute. Je me suis réveillé à l'aube et j'ai commandé un café au service en chambre. Assise près de la fenêtre dans mon peignoir d'hôtel, tandis que le soleil peignait Washington de teintes d'or et de rose. Dans 6 heures, j'étais censé devenir Madame Nathaniel Reed. Au lieu de cela, j'allais devenir quelque chose de beaucoup plus puissant. Une femme qui refusait d'être la dupe de quiconque. Mon téléphone avait vibré toute la matinée avec des textos de ma mère. Bonjour, magnifique mariée.
J'espère que tu as bien dormi. J'ai hâte de te voir remonter l'allée aujourd'hui. Les fleurs sont parfaites. Les musiciens s'installent. Et j'ai confirmé avec le photographe. Tout est exactement comme il se doit. Je t'aime tellement, ma chérie. Aujourd'hui sera le plus beau jour de ta vie. Chaque message était comme un couteau enveloppé dans de la soie. À 9 heures, j'ai pris une longue douche, laissant l'eau chaude emporter les dernières traces de la femme que j'étais. En sortant, je me suis regardé dans le miroir de la salle de bain. Vraiment regardé, peut-être pour la première fois depuis des mois. Mes cheveux sombres, si semblables à ceux de ma mère. Mes yeux bleus, hérités de mon père. Mon visage, qu'on avait toujours qualifié de joli mais jamais de remarquable. Aujourd'hui, je serai remarquable. J'ai conduit lentement jusqu'à la cathédrale, en prenant le long chemin à travers le centre-ville. La matinée était fraîche et claire, un temps de mariage parfait. La cathédrale Saint-Michel était magnifique dans la lumière du matin, ses flèches gothiques s'élevant vers le ciel comme une prière faite de pierre. Des voitures arrivaient déjà. Des invités matinaux, des fournisseurs, des membres de la famille se préparant pour ce qu'ils pensaient être une célébration. Je me suis garé sur le parking derrière la cathédrale et je suis resté assis un moment, regardant des gens que j'avais connus toute ma vie s'affairer pour mon jour spécial. Madame Chen du comité des fleurs. Monsieur Rodriguez, notre voisin depuis 20 ans. Les amis de Nathaniel de la fac de droit, riant et ajustant leurs cravates. Tous ces gens qui tenaient à moi, qui avaient pris de leur temps un samedi pour être témoins de ce qu'ils croyaient être le début de ils vécurent heureux. Ils méritaient de connaître la vérité, eux aussi. J'ai rassemblé ma robe de mariée, mes chaussures et ma trousse de maquillage, et je suis entré dans la cathédrale par l'entrée latérale qui menait à la salle de préparation de la mariée. Le petit espace était déjà en pleine effervescence. Ma demoiselle d'honneur, Kathleen, était en train d'accrocher sa robe, et mes deux autres demoiselles d'honneur installaient une cafetière et arrangeaient des fleurs. Céleste. Kathleen s'est précipitée pour me serrer dans ses bras. Oh mon Dieu, tu es radieuse. Comment te sens-tu? Comme si aujourd'hui allait tout changer, ai-je dit, et c'était la chose la plus honnête que j'ai dite depuis des jours. Où est ta mère? Je pensais qu'elle serait déjà là. J'ai regardé mon téléphone. Pas de nouveaux messages de Diana depuis ses textos écœurants de bon matin. Elle est probablement à la maison en train de se préparer, ai-je dit. Tu sais comment elle aime que tout soit parfait. Ce que je n'ai pas dit, c'est que je savais exactement où se trouvait ma mère, car je suivais le téléphone de Nathaniel depuis la nuit dernière en utilisant notre compte partagé. Il avait passé la nuit dans notre maison familiale, partant à 6h30 ce matin, probablement pour éviter d'être vu par les voisins ou mon père. Une dernière trahison pour le bon vieux temps. Alors que mes demoiselles d'honneur m'aidaient à enfiler ma robe, je me sentais étrangement calme. La soie ivoire glissait sur ma peau comme une armure, et lorsqu'elles ont boutonné les dizaines de petits boutons de perles dans mon dos, je me suis senti me transformer en quelqu'un de nouveau, de plus fort. La robe avait été le choix de ma mère, bien sûr, une robe traditionnelle de coupe princesse avec des manches longues, une traîne cathédrale et assez de perles pour rivaliser avec une constellation. J'avais voulu quelque chose de plus simple, de plus moderne, mais Diana avait insisté. Cette robe sera magnifique sur les photos, avait-elle dit lors de l'essayage. L'élégance classique ne se démode jamais. Maintenant, je comprenais pourquoi elle s'était tant investie dans mon apparence. Elle avait besoin que je sois parfaite pour les photographies qui documenteraient l'humiliation de son gendre. Kathleen a épinglé mon voile. Le même voile longueur de doigt que ma grand-mère avait porté. Tu es absolument sublime, Céleste. Nathaniel va mourir en te voyant. Je l'espère bien, ai-je murmuré. À 11h30, le photographe est arrivé pour prendre des photos avant la cérémonie. J'ai souri et posé, le laissant capturer ce qu'il pensait être des images de joie nuptiale, mais qui étaient en réalité des photos d'une femme se préparant pour la guerre. À 11h45, mon père est arrivé. Bonjour, ma belle. Papa se tenait dans l'embrasure de la porte, resplendissant dans son smoking noir formel, ses cheveux argentés parfaitement coiffés. À 58 ans, le pasteur William Darren était encore un bel homme, grand, digne, avec cette chaleur authentique qu'il avait rendu si aimé de notre congrégation depuis des décennies. C'était aussi un homme dont le monde était sur le point de s'effondrer. Tu es radieuse, ma chérie, a-t-il dit, les yeux embués. J'ai du mal à croire que ma petite fille se marie. Les demoiselles d'honneur et le photographe se sont discrètement écartés pour nous laisser seuls.
J'ai pris les mains de mon père, ces mains fortes et douces qui avaient béni d'innombrables couples, qui m'avaient tenu quand je m'écorchais les genoux enfant, qui m'avaient appris à conduire, à prier et à croire en la bonté. Papa, je dois te dire quelque chose avant qu'on remonte l'allée. Bien sûr, ma chérie. Qu'est-ce que c'est? J'ai sorti le journal de ma mère de mon sac de mariée et je l'ai placé dans ses mains. J'ai trouvé ça dans la voiture de maman hier. Il a semblé confus en l'ouvrant, mais j'ai vu son visage changer à mesure qu'il commençait à lire. La couleur a quitté ses joues. Ses lèvres se sont légèrement entr'ouvertes et ses mains ont commencé à trembler. Céleste? Sa voix n'était qu'un murmure. Ce n'est pas possible. Ta mère ne ferait jamais. Lis les dates, papa. Lis tout. Il s'est affalé sur une chaise, tenant toujours le journal, ses yeux balayant page après page la trahison de sa femme. Je me suis agenouillé à côté de lui, ma robe de mariée s'étalant autour de nous comme de la crème renversée. Depuis combien de temps sais-tu, a-t-il finalement demandé. Depuis hier. Je suis désolé, papa. Je suis tellement désolé. Il a levé les yeux vers moi, cet homme qui avait bâti tout son ministère sur le caractère sacré du mariage et de la famille, et j'ai vu quelque chose se briser derrière ses yeux. Qu'est-ce qu'on va faire, a-t-il chuchoté. Nous allons remonter cette allée, ai-je dit fermement. Nous allons laisser tout le monde voir exactement qui sont vraiment Diana Darren et Nathaniel Reed. Céleste, non. Réfléchis. Le scandale, l'humiliation. L'humiliation n'est pas à nous de la porter, papa. C'est la leur. Il m'a regardé un long moment, et je pouvais le voir se débattre avec 30 ans de conditionnement qui disait que les problèmes de famille devaient être réglés en privé, discrètement, derrière des portes closes. Il y a 200 personnes dehors, a-t-il dit. 200 personnes qui nous aiment et qui méritent de connaître la vérité avant d'assister à ce qu'ils pensent être une cérémonie sacrée. Ta réputation. Ma réputation sera celle d'une femme qui refuse d'être prise pour une idiote, qui a choisi la dignité plutôt que le silence. Un coup à la porte nous a interrompus. 5 minutes, tout le monde a appelé la coordinatrice du mariage. Papa s'est levé lentement, ses jambes instables. Pendant un instant, j'ai eu peur qu'il s'effondre, mais il a redressé ses épaules et m'a regardé avec quelque chose qui ressemblait à de la fierté. Tu es plus courageuse que je ne l'ai jamais été, a-t-il dit doucement. J'ai appris des meilleurs. Il m'a offert son bras et ensemble, nous avons marché vers les portes du sanctuaire. À travers les panneaux de verre, je pouvais voir la cathédrale remplie d'invités, d'amis et de membres de la famille qui avaient voyagé de tout le pays pour célébrer avec nous. L'autel était décoré de roses blanches et de pivoine, exactement comme ma mère l'avait voulu. Le quatuor à cordes jouait le canon de Pachelbel, remplissant l'espace sacré d'une mélodie planante. Nathaniel se tenait à l'autel dans son smoking parfaitement taillé, ayant l'air en tout point de l'avocat à succès et du marié dévoué. Son témoin et ses garçons d'honneur l'entouraient, tous souriant d'anticipation. Au premier rang, ma mère était assise, radieuse dans sa robe émeraude, épongeant ses yeux avec un mouchoir en dentelle. Elle ressemblait à ce que toute mère de la mariée devrait ressembler, fière, élégante, submergée par l'émotion du bonheur de sa fille. La coordinatrice a ouvert les portes et la musique du cortège a commencé. Mes demoiselles d'honneur ont remonté l'allée dans leur robe rose pâle, souriant aux invités et prenant leur place à l'autel. Puis la musique a enflé pour la marche nuptiale et chaque personne dans cette cathédrale s'est levée. Prête, a murmuré papa. J'ai serré son bras. Prête. Nous sommes entrés dans le sanctuaire et j'ai senti 200 paires d'yeux se tourner vers nous. Les appareils photos ont flashé. Les gens souriaient et chuchotaient sur ma beauté. Le visage de Nathaniel s'est illuminé quand il m'a vu, ses yeux bleus chauds de ce qui semblait être un amour sincère. Ma mère a pressé son mouchoir contre ses yeux. L'image de la dévotion maternelle. Quels acteurs incroyables ils sont tous les deux, ai-je pensé en remontant l'allée. Ils auraient dû être à Broadway au lieu d'être dans ma vie. Nous avons atteint l'autel et papa a placé ma main dans celle de Nathaniel avant de prendre sa place. Le geste qui était censé symboliser un homme donnant sa fille à un autre. Au lieu de cela, j'avais l'impression d'être livré à mon ennemi. Chers amis, commença le pasteur Jenkins, sa voix portant facilement dans le système sonore de la cathédrale. Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour être témoins de l'union de Nathaniel William Reed et de Céleste Marianne Darren dans les liens sacrés du mariage. Je l'ai laissé parler, suivant la cérémonie traditionnelle, attendant mon moment. Nathaniel a serré ma main, et j'ai serré la sienne en retour. Au premier rang, ma mère regardait avec une fierté rayonnante.
Il n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. Le mariage ne doit pas être contracté à la légère, mais avec révérence, délibération, et conformément aux desseins pour lesquels il a été institué par Dieu. Comme c'est approprié, ai-je pensé. Parlons de révérence et des desseins de Dieu. S'il y a quelqu'un ici présent qui a une juste cause pour laquelle ces deux personnes ne devraient pas être unies par le mariage, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais. C'était le moment. Le moment que j'avais planifié. Le moment où j'aurais pu parler, tout révéler sur le champ. Au lieu de cela, je suis restée silencieuse. J'ai laissé le pasteur Jenkins continuer avec les vœux, l'échange des alliances, tout. Je voulais qu'ils se sentent en sécurité. Je voulais qu'ils pensent qu'ils avaient gagné. Nathaniel, dit le pasteur Jenkins, consentez-vous à prendre Céleste pour épouse légitime? À la voir et à la garder, dans la maladie comme dans la santé, dans la richesse comme dans la pauvreté, pour le meilleur et pour le pire, en renonçant à toutes les autres, jusqu'à ce que la mort vous sépare? Nathaniel m'a regardé dans les yeux, sa voix forte et claire. Oui, je le veux. En renonçant à toutes les autres. Le mensonge était si effronté qu'il m'a presque fait rire. Céleste, consentez-vous à prendre Nathaniel pour époux légitime, à l'avoir et à le garder, dans la maladie comme dans la santé, dans la richesse comme dans la pauvreté, pour le meilleur et pour le pire, en renonçant à tous les autres, jusqu'à ce que la mort vous sépare? C'était mon moment. Le moment de dire « oui, je le veux » et de devenir complice de ma propre tromperie, ou le moment de réduire leur monde en cendres avec la vérité. J'ai regardé l'assemblée, tous ces visages remplis d'attente et de joie. J'ai regardé mon père au premier rang, ses yeux m'encourageant à être forte. J'ai regardé ma mère, épongeant toujours ses yeux avec une émotion théâtrale. En fait, dis-je, ma voix portant clairement à travers le système sonore de la cathédrale. J'ai quelque chose à dire d'abord. La cathédrale est tombée dans un silence parfait. Même le quatuor à cordes a cessé de jouer. La main de Nathaniel s'est resserrée sur la mienne, son sourire vacillant légèrement. Céleste? Le pasteur Jenkins avait l'air confus. Tout va bien? Tout est parfait, dis-je en me tournant vers l'assemblée. 200 visages me fixaient, la confusion remplaçant la célébration dans leurs expressions. Je viens de réaliser qu'avant de faire la plus grande promesse de ma vie, je devrais probablement être complètement honnête sur tout. La poigne de Nathaniel sur ma main était maintenant presque douloureuse. Céleste, qu'est-ce que tu fais? J'ai libéré ma main et je me suis légèrement éloigné de lui, plus près du microphone. Au premier rang, ma mère était devenue très immobile, son mouchoir oublié sur ses genoux. Je tiens à remercier tout le monde d'être ici aujourd'hui, commençai-je, ma voix ferme et claire. Cela signifie tout pour moi que vous ayez pris du temps dans vos vies pour être témoins de ce que vous pensiez être le début de mon « ils vécurent heureux ». Des murmures ont commencé à onduler dans l'assemblée. Je pouvais voir Priya à l'arrière, son appareil photo discrètement positionné. Mais j'ai appris récemment que les fins heureuses sont bâties sur la vérité, pas sur de beaux mensonges. Et il y a quelque chose que vous devez tous savoir avant que cette cérémonie ne continue. Nathaniel a tendu la main vers moi, mais je me suis encore éloigné. Hier, j'ai découvert que mon fiancé et ma mère ont une liaison. Les mots ont frappé la cathédrale comme une bombe. Des halètements d'horreur ont résonné contre les murs de pierre. Quelqu'un a laissé tomber son programme. Au premier rang, j'ai vu la couleur quitter le visage du juge Reed alors qu'il fixait son fils. J'ai trouvé le journal de ma mère détaillant leur relation, continuai-je, ma voix se renforçant à chaque mot. 3 mois de rencontres secrètes, de mensonges et de trahisons. 3 mois où ils se sont moqués de la facilité avec laquelle ils pouvaient me tromper. Ma mère s'est levée brusquement, le visage rouge. Céleste, arrête ces bêtises. Assieds-toi, Diana. L'ordre sec est venu de mon père, qui s'était également levé. Sa voix portait l'autorité de 30 ans de ministère, et ma mère s'est laissée retomber sur son banc comme si elle avait été frappée. Nathaniel essayait frénétiquement de sauver la situation. Tout le monde, s'il vous plaît, il y a eu une sorte de malentendu. Est-ce un malentendu que tu aies passé la nuit dernière chez mes parents, ai-je demandé assez fort pour que tout le monde entende. Pendant que mon père était à sa réunion, en train de planifier ton enterrement de vie de garçon? La cathédrale a éclaté en chuchotements choqués et en exclamations. Le visage de Nathaniel est devenu blanc. Est-ce un malentendu que tu aies utilisé notre carte de crédit commune pour acheter du vin cher pour ma mère? Du vin qu'elle a spécifiquement mentionné adorer dans les entrées de son journal sur votre liaison. Le juge Reed était maintenant debout, fixant son fils avec horreur et rage.
Nathaniel, dis-moi que ce n'est pas vrai. Nathaniel a regardé autour de lui dans la cathédrale, éperdu, voyant sa réputation, sa carrière, sa vie entière s'effondrer en temps réel. Je peux expliquer. Oh, je t'en prie, explique, dis-je, ma voix dégoulinant d'une fausse douceur. Explique à ton père, à tes collègues, à tous ceux qui croyaient que tu étais un homme d'honneur, comment tu as séduit la mère de ta fiancée. Explique comment tu avais prévu de m'épouser tout en continuant ta liaison avec elle. Le silence était assourdissant. Chaque personne dans cette cathédrale fixait Nathaniel, attendant son explication, et il n'avait rien. Pas d'argument d'avocat habile, pas de déviation charmante, juste la vérité finalement exposée dans toute sa laideur. Au premier rang, ma mère pleurait. Pas les larmes délicates d'une mère fière, mais des sanglots durs et laids d'une femme dont la vie venait d'imploser. Céleste, a-t-elle étouffé. S'il te plaît, tu ne comprends pas. Je comprends parfaitement, dis-je en me tournant vers elle. Je comprends que tu as décidé que le bonheur de ta fille était un juste prix à payer pour te sentir à nouveau désiré. Je comprends que tu as regardé mon fiancé et que tu as décidé que tu le méritais plus que moi. Ce n'est pas, je n'ai jamais voulu. Tu n'as jamais voulu te faire prendre. La vérité de cette phrase flottait dans l'air comme de la fumée. Ma mère s'est effondrée sur son siège, sa robe émeraude semblant maintenant criarde et désespérée au lieu d'être élégante. J'ai de nouveau regardé l'assemblée. Famille, amis, collègues, des gens qui m'avaient vu grandir. Leurs visages montraient tout, du choc à la sympathie en passant par la colère. Mais aucun d'eux ne me regardait avec pitié. C'était important. Je refusais d'être prise en pitié. Je veux que vous sachiez tous que ce n'est pas une question de vengeance, continuai-je. C'est une question de vérité. C'est refuser de construire une vie sur les mensonges de quelqu'un d'autre. Et c'est me choisir moi-même plutôt que des gens qui se sont choisis l'un l'autre au lieu de moi. J'ai commencé à descendre l'allée, ma traîne cathédrale balayant derrière moi comme la robe d'une reine. En passant devant le premier rang, je me suis arrêté devant mon père. Papa, je suis désolé que tu aies dû l'apprendre de cette façon, mais je ne suis pas désolé que tu l'aies appris. Il a hoché la tête, des larmes coulant sur son visage, mais ses yeux étaient remplis de fierté. Je t'aime, ma chérie. Tu as fait ce qu'il fallait. Je lui ai embrassé le front, goûtant le sel et le chagrin, puis j'ai continué à descendre l'allée. Derrière moi, le chaos éclatait. Nathaniel essayait de s'expliquer à son père furieux pendant que les invités se levaient, chuchotaient et pointaient du doigt. Ma mère sanglotait dans ses mains tandis que Madame Chen du comité des fleurs la fixait avec un dégoût non dissimulé. Mais je n'ai pas regardé en arrière. J'ai franchi les portes de la cathédrale la tête haute, ma robe de mariée flottant derrière moi comme une rivière de soie ivoire. Le parking derrière la cathédrale Saint-Michel était mon sanctuaire. Je me tenais à côté de ma voiture, respirant l'air vif d'octobre, me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des mois. Les bruits du chaos de l'intérieur de la cathédrale parvenaient à travers les lourdes portes en bois, des voix élevées, des pleurs, le raclement des chaises alors que les gens se levaient, bougeaient et essayaient de digérer ce dont ils venaient d'être témoins. Mon téléphone vibrait déjà d'appels et de textos, mais je les ai tous ignorés, sauf un. Pria. Sainte Céleste. Mon Dieu. Est-ce que tu viens vraiment de... Tu as tout eu? Chaque seconde. Mon rédacteur en chef va devenir fou quand il verra cette vidéo. Ça va être partout ce soir. Bien. Tu vas bien? Je veux dire, vraiment bien? J'ai réfléchi à la question, debout là, dans ma robe de mariée, sur un parking vide, venant de détruire 2 vies et peut-être ma propre réputation. Je suis parfaite, ai-je dit, et je le pensais. En 1 heure, l'histoire s'est répandue comme une traînée de poudre dans nos cercles sociaux. En 3 heures, elle était sur les sites d'information locaux. En 6 heures, le hashtag #WeddingRevenge était en tendance sur les réseaux sociaux, les gens partageant la vidéo de Priya et disséquant chaque instant de ma confrontation dans la cathédrale. Les réactions ont été tout ce que j'avais espéré et plus encore. Le juge Reed a publié une déclaration par l'intermédiaire de son cabinet d'avocats, annonçant que son fils prenait un congé pour une durée indéterminée afin de régler des problèmes personnels. Traduction, la carrière de Nathaniel était terminée. Aucun cabinet d'avocats à Washington ne le toucherait après ça. Victoria Reed, la mère de Nathaniel, m'a envoyé une lettre manuscrite qui est arrivée par coursier le soir même. Chère Céleste, je ne peux commencer à exprimer mon horreur face au comportement de mon fils ni mon admiration pour votre courage aujourd'hui. Vous méritiez tellement mieux que cette trahison.
Sachez que vous aurez toujours mon respect et mon soutien. Avec mes plus profonds regrets, Victoria. La congrégation de Saint-Michel s'est ralliée autour de mon père d'une manière qui m'a mis les larmes aux yeux. Le dimanche soir, plus de 100 personnes avaient appelé ou étaient passées pour exprimer leur soutien et leur dégoût face à ce qui avait été fait à notre famille. Mais la réponse la plus satisfaisante est venue du cercle social de ma mère. Les femmes qu'elle avait passé des années à essayer d'impressionner avec son mariage parfait et sa fille parfaite. En 24 heures, on lui avait discrètement demandé de démissionner de ses fonctions dans 3 comités de charité différents. Ses invitations à déjeuner se sont taries. Son téléphone a cessé de sonner. Diana Darren, qui avait bâti son identité sur le fait d'être la parfaite épouse de Pasteur, s'est soudainement retrouvée au centre de conversations chuchotées et de regards choqués partout où elle allait. Elle a essayé de m'appeler des dizaines de fois. J'ai laissé chaque appel aller sur la messagerie vocale. 3 jours après mon non-mariage, j'étais assise dans le bureau de mon père, le regardant emballer 30 ans de livres de théologie et de notes de sermons dans des cartons. « Tu n'es pas obligé de démissionner », ai-je dit pour la 12e fois. « Si, je le dois. » Sa voix était fatiguée mais résolue. Je ne peux pas prêcher sur le caractère sacré du mariage alors que ma propre femme s'en est moquée. La congrégation mérite mieux. Papa avait vieilli de plusieurs années au cours des dernières 72 heures. Les rides autour de ses yeux étaient plus profondes, ses épaules plus voûtées, mais il y avait aussi quelque chose de paisible en lui. Comme un homme qui portait un poids dont il ignorait l'existence jusqu'à ce qu'il soit enfin levé. « Que vas-tu faire ?» On m'a offert un poste dans une petite église du Vermont. Pasteur par intérim pendant qu'il cherche quelqu'un de permanent. Ça me donnera le temps de réfléchir à la suite. Et maman ? Son visage s'est durci. Ta mère a fait ses choix. Elle peut vivre avec les conséquences. À travers la fenêtre, je pouvais voir Diana charger des valises dans sa voiture. Elle emménageait chez sa sœur à Baltimore, le seul membre de la famille qui lui parlait encore. Tu lui as parlé ? Une fois. Pour lui dire que j'avais demandé le divorce. Le mot flottait dans l'air entre nous. Divorce. Dans notre famille, ce mot avait été impensable. Mes parents avaient été mariés pendant 31 ans, avaient bâti toute leur vie autour de l'idée de « jusqu'à ce que la mort nous sépare ». Je suis désolé, papa. Ne le sois pas. Tu m'as sauvé d'une vie de mensonges. Il a scotché un autre carton, ses mouvements soignés et délibérés. Je serais allé à ma tombe sans jamais savoir avec qui j'étais vraiment marié. Un coup à la porte d'entrée nous a interrompus. Papa est allé répondre pendant que je continuais à emballer ses livres. J'entendais des voix basses dans le couloir, puis des pas approchant du bureau. Céleste. Papa est apparu dans l'embrasure de la porte avec le juge Reed derrière lui. Harrison Reed avait l'air d'avoir vieilli autant que mon père. Son apparence habituellement impeccable était froissée, ses yeux creusés par l'épuisement et la honte. Juge Reed. Je me suis levé, lissant mon jean. Je suis surprise de vous voir. Je devais m'excuser, a-t-il dit simplement. Pour mon fils, pour ce qu'il vous a fait subir, pour ce qu'il a fait subir à nos 2 familles. J'ai étudié son visage, cherchant des signes de blâme ou de ressentiment, mais je n'ai trouvé qu'un remords sincère. Merci. Mais vous n'êtes pas responsable des choix de Nathaniel. Ne le suis-je pas ? Son rire était amer. Je l'ai élevé en lui faisant croire qu'il avait droit à tout ce qu'il voulait, que son charme et sa beauté le sortiraient de n'importe quel problème. J'ai créé l'homme qui vous a trahi. Non, dis-je fermement. Vous avez élevé un fils. Il a choisi de devenir un homme sans honneur. C'est de sa faute. Le juge Reed a hoché lentement la tête. Victoria et moi suivons une thérapie, essayant de comprendre où nous nous sommes trompés, comment nous avons pu l'échouer si complètement. Ne laissez pas ces échecs définir votre mariage, ai-je dit. Certaines personnes sont simplement brisées à l'intérieur. Cela ne signifie pas que tous ceux qui les ont aimés le sont aussi. Il m'a étudié un long moment. Vous êtes remarquable. Vous savez, la plupart des gens seraient détruits par ce qui vous est arrivé. Au lieu de ça, vous offrez de la sagesse à un vieil homme insensé. J'ai appris des meilleurs, dis-je en jetant un regard à mon père. Après le départ du juge Reed, papa et moi avons fini de faire les cartons dans un silence confortable. Alors que le soleil commençait à se coucher, peignant son bureau de teinte d'or et d'ambre, il a fermé le dernier carton et a regardé la pièce qui avait été son sanctuaire pendant plus d'une décennie. Des regrets, ai-je demandé. À propos du divorce ?
De mon départ? Non. Il a fait une pause. D'avoir élevé une fille assez courageuse pour choisir la vérité plutôt que le confort? Jamais. 6 mois plus tard, je me tenais dans les jardins derrière mon nouvel appartement à Alexandria, en Virginie, regardant le printemps émerger de l'emprise de l'hiver. Des fleurs de cerisier parsemaient le paysage comme des confettis roses, et l'air sentait l'herbe fraîche et la possibilité. Mon téléphone a sonné. L'appel hebdomadaire de papa. Comment va le Vermont? Ai-je demandé sans préambule. Magnifique, paisible. La congrégation ici est petite mais authentique. Pas de politique, pas de drame, juste la foi et la communauté. Es-tu heureux? J'y arrive. Et toi? Comment va le nouveau travail? 3 mois plus tôt, on m'avait offert un poste d'éditrice principale dans une prestigieuse maison d'édition à New York. Le salaire était substantiel, le travail stimulant, et surtout, c'était à 500 km des décombres de mon ancienne vie. J'adore, dis-je honnêtement. La ville, le travail, l'anonymat. Je peux marcher dans la rue et être juste Céleste, pas cette femme de la vidéo du mariage. Bien. Tu mérites un nouveau départ. La vidéo du mariage avait fini par perdre son statut viral, remplacé par de nouveaux scandales et des drames plus frais. Mais pendant plusieurs semaines, j'avais été la coqueluche d'Internet, la femme qui avait choisi la dignité plutôt que le silence, la vérité plutôt que le confort. L'attention avait été écrasante, mais finalement responsabilisante. J'avais reçu des milliers de messages de femmes partageant leurs propres histoires de trahison et me remerciant de leur avoir montré qu'il était possible de se choisir soi-même. As-tu eu de ces nouvelles? A demandé papa, comme chaque semaine. Non, et je n'en avais pas eu. Diana avait tenté de me contacter par des intermédiaires, ma tante, de vieux amis de la famille, même mon ancien patron. Mais j'avais clairement fait savoir que je n'avais rien à lui dire. Certaines trahisons étaient trop profondes pour le pardon. Du moins, pas le genre de pardon bon marché qui prétend que rien ne s'est passé. Peut-être qu'un jour, je serai capable d'avoir une conversation avec ma mère, mais pas aujourd'hui. Pas encore. Et Nathaniel? Son avocat a contacté le mien le mois dernier. Apparemment, il est en thérapie et veut faire amende honorable. J'ai ri, mais il n'y avait plus d'amertume. J'ai dit à mon avocat de l'informer que la meilleure amende honorable qu'il puisse faire serait de me laisser tranquille pour toujours. Après la fin de l'appel, je me suis assise dans mon jardin avec une tasse de café et mon dernier manuscrit, les mémoires d'une femme qui avait reconstruit sa vie après avoir découvert la liaison de 20 ans de son mari. Les parallèles avec ma propre histoire ne m'ont pas échappé, mais j'avais appris à trouver de la force dans les histoires de survie des autres plutôt que de la douleur dans leur trahison. Ma sonnette a retenti, interrompant ma lecture. Je n'attendais personne, mais en ouvrant la porte, j'ai trouvé un livreur tenant un énorme bouquet de fleurs sauvages, le genre que j'avais voulu pour mon bouquet de mariée au lieu du choix de ma mère, les roses et les pivoines. La carte était simple, pour avoir choisi de vous-même. De la part de quelqu'un qui comprend. Une amie. Pas de signature, pas d'adresse de retour, mais je n'en avais pas besoin. Au cours des derniers mois, j'avais tissé des liens avec des dizaines de femmes qui avaient trouvé le courage de quitter des relations toxiques, de dire la vérité au pouvoir, de choisir leur propre bonheur plutôt que le confort des autres. Nous étions une sororité de survivantes, et nous veillions les unes sur les autres. J'ai arrangé les fleurs sauvages dans un vase et je les ai placées sur ma table de cuisine, où leur beauté naturelle illuminait toute la pièce. Puis je suis retourné dans mon jardin, à mon manuscrit, à la vie que je construisais, un choix délibéré à la fois. 1 an plus tard, je me tenais au pupitre de la grande salle de bal de l'hôtel Méridien, regardant des centaines de visages écrivains, éditeurs et lecteurs réunis pour la conférence nationale sur la littérature féminine. La plaque devant moi indiquait « Céleste Darren, conférencière principale ». Le pouvoir d'une voix authentique. Il y a 1 an, ma voix portait facilement à travers le système sonore, je me tenais devant un hôtel, face à 200 personnes, et j'ai fait un choix qui a tout changé. Pas le choix que tout le monde attendait de moi, mais le choix qui honorait qui je suis vraiment. Dans le public, je pouvais voir des femmes hocher la tête, se pencher en avant sur leur siège. Mon histoire était devenue une référence pour beaucoup. Non pas à cause du drame ou de la vengeance, mais à cause de la vérité plus profonde qu'elle représentait. On nous apprend depuis l'enfance que préserver la paix est plus important que de préserver notre dignité. Que d'être gentil est plus précieux que d'être honnête. Que le confort des autres compte plus que notre propre vérité. J'ai fait une pause,
pensant à ce matin dans la chambre d'hôtel où je m'étais regardé dans le miroir et avais décidé de devenir quelqu'un de nouveau. Mais voici ce que j'ai appris. Lorsque vous choisissez la vérité plutôt que le confort, lorsque vous vous choisissez vous-même plutôt que des gens qui ont choisi de vous trahir, vous ne changez pas seulement votre propre vie. Vous donnez la permission à tous ceux qui vous regardent de faire de même. Les applaudissements ont été chaleureux et soutenus. Après mon discours, des dizaines de femmes m'ont approché pour partager leurs propres histoires de choix du courage plutôt que du silence, de l'authenticité plutôt que de l'approbation. Tard ce soir-là, je me suis assise dans ma chambre d'hôtel avec un verre de vin, faisant défiler les messages de femmes qui avaient regardé mon discours en ligne. Leurs mots étaient des variations sur le même thème, « Merci de m'avoir montré que c'était possible. Merci d'avoir choisi la vérité. Merci de ne pas avoir gardé le silence. Mon téléphone a vibré avec un texto de papa. J'ai regardé ton discours en ligne. Maman serait fière. J'ai fixé le message pendant un long moment. Il voulait dire ma grand-mère, bien sûr. La femme dont j'avais porté le voile le jour de mon non-mariage, qui m'avait appris que la force pouvait ressembler à la grâce, et que parfois, la chose la plus aimante que l'on puisse faire était de refuser de cautionner la cruauté de quelqu'un d'autre. Mais une partie de moi se demandait s'il ne parlait pas aussi de Diana. Si quelque part à Baltimore, vivant avec les conséquences de ses choix, ma mère avait vu sa fille parler de courage et avait ressenti quelque chose comme de la fierté mêlée à son regret. Je ne le saurais probablement jamais, et ça m'allait. Devant la fenêtre de mon hôtel, New York scintillait comme des diamants éparpillés sur du velours noir. Quelque part dans ce labyrinthe de lumière se trouvaient des millions de personnes faisant des choix. Certains courageux, d'autres lâches, certains qui changeraient tout. J'ai levé mon verre de vin dans un toast silencieux à tous, mais surtout à ceux qui se choisiraient eux-mêmes quand le monde leur dirait de choisir le silence. Ceux qui diraient la vérité quand mentir serait plus facile. Ceux qui s'éloigneraient de belles prisons déguisées en « ils vécurent heureux ». À ceux qui choisissent la liberté, ai-je pensé. Même quand la liberté ressemble à se tenir seul devant un autel, à dire la vérité à des gens qui préféreraient croire au mensonge. J'ai fini mon vin, j'ai fermé mon ordinateur portable et je me suis préparé pour la nuit. Demain, je retournerai à ma vie à New York, à mon travail, mon appartement, mon jardin de fleurs sauvages. La vie que j'avais construite non pas sur les fondations de quelqu'un d'autre, mais sur ma propre vérité inébranlable. Et si ce n'était pas un « ils vécurent heureux », c'était quelque chose d'encore mieux, un commencement qui m'appartenait entièrement. Parfois, la plus grande vengeance n'est pas la destruction, mais la libération. Parfois, la chose la plus puissante qu'une femme puisse faire est de se choisir elle-même quand tout le monde s'attend à ce qu'elle choisisse le silence. Et parfois, le meilleur « ils vécurent heureux » n'est pas celui que l'on avait prévu, mais celui que l'on crée quand on apprend enfin à valoriser sa propre vérité au-dessus du confort de tous les autres.